Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du 19h45 sur la télévision du monde. Nous ouvrons cette page d'information en fait de société. Le quartier Essengue dans l'arrondissement de Douala 1er est de nouveau en grogne alors que l'affaire qui oppose le quartier et le port autonome de Douala suit encore son cours. L'entreprise a lancé des travaux de démolition qui ne sont pas du goût de la population d'Essengue. Un reportage signé Jean-Jean Mayedna et Patrick Foucault qui sont allés sur le terrain pour vous. Mouvement de protestation pacifique des populations du quartier Essengue dans l'arrondissement de Douala 1er aux premières heures de ce jeudi 3 juin 2021. Le canton Bel et les pêcheurs d'Essengue disent non au déguerpissement. 18 000 âmes venues des 10 régions du Cameroun y vivent ensemble. Nous remercions le chef de l'État pour son soutien. Tels sont entre autres messages que l'on pouvait lire sur ces pancartes brandies par les habitants en grogne. Aujourd'hui on réclame la justice, la tranquillité. Vous voyez comment les enfants, tout le monde est là. La population est là, on veut la paix. Il faut noter que du point de vue du décret donnant un espace au port, Essengue ne fait pas partie de la zone du port. Hein? On ne comprend pas pourquoi il s'acharne à faire partie des gens à Essengue sur un espace de moins de 60 hectares alors que nous ne faisons pas partie du port. Et alors que l'affaire qui oppose les occupants du quartier Essengue et le port autonome de Douala au sujet de l'occupation illégale de ce site d'Essengue, l'entreprise à capitaux publics fait perdre le sommeil à ces nombreuses familles. Donc c'est un ras-le-bol de la population de Essengue contre le port autonome de Douala. On leur a demandé, nous sommes au tribunal, on les a signés au tribunal. Pourquoi on a s'expliquer là-bas avec les documents à l'appui. Pendant que l'affaire est pendante au tribunal, ils continuent à nous traumatiser. Douala Manga Bel est mort pour la terre-ci. Et aujourd'hui on nous chasse pour aller où? C'est pourquoi vous voyez la foule là. Les caterpillars et autres engins lourds mobilisés ce jour pour la démolition des maisons et autres installations érigées sur le périmètre querellé au quartier Essengue ont dû rebrousser chemin avec la forte pression des populations. Toujours en fait de société, un engin explosif improvisé a explosé dans un snack bar au quartier Koussala 3 à Kumba. La bonne nouvelle, cet engin de fabrication artisanale n'a pas causé de pertes en vies humaines. Un reportage signé Patrick Ngouagnan et Prince Aubaine. Plus de peur que de mal, ici au quartier Koussala 3 à Kumba, dans le département de la Mémé. Un engin explosif improvisé a explosé dans un snack bar très couru du quartier Koussala. Selon le sous-préfet de l'arrondissement de Kumba 2e, Edwin Kenyangwana, l'appareil aurait explosé dans la nuit vers 23 h lorsque le snack bar était déjà fermé. Il ressort des enquêtes menées par les forces de sécurité nationale que les assaillants avaient placé 2 engins explosifs avant que l'un d'eux n'explose, provoquant ainsi la panique dans tout le quartier Koussala. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, l'on note tout de même de nombreux dégâts matériels. Rendus sur les lieux de l'explosion, les forces de sécurité ont désactivé la deuxième bombe. Le sous-préfet de la localité a saisi cette opportunité pour demander à la foule de curieux venus vivre la scène de collaborer pleinement avec les forces de l'ordre afin de lutter efficacement contre la criminalité et de créer un environnement propice dans lequel elles peuvent vaquer librement et paisiblement à leurs occupations. Nous sommes à Kumba, on y reste pour parler cette fois des transporteurs de Kumba qui sont à l'école du traitement, notamment liés à leur secteur d'activité. C'était à la faveur d'un atelier de sensibilisation dirigé par Gilbert Yela, le délégué départemental des transports de la Mémé. Plus de détails dans ce reportage que nous propose Merveille Moukoko.
Les gestionnaires de parcs automobiles, d'agences de voyage et autres dans le secteur des transports du département de la Mémé ont été sensibilisés sur la création et l'exploitation d'un nouveau centre à Kumba, dont la mission serait le traitement et l'impression des documents de transport. Réunis ce mardi 1er juin 2021 à la délégation départementale du transport pour la Mémé à Kumba, les acteurs du secteur des transports ont été formés par le délégué départemental du transport de la Mémé, Gilbert Yela, sur les processus impliqués dans l'établissement de ces documents. Le centre créé et géré par le ministère des Transports aidera à la production du certificat d'immatriculation des véhicules, de la carte des transports publics ainsi que des licences de transporteurs. Cela contribuera grandement à réduire le délai de traitement de plus de 80% des documents de transport et à résoudre le problème de la validité et de l'authenticité des documents. Selon le délégué départemental du transport de la Mémé, ce sera un privilège pour les automobilistes de sa circonscription d'obtenir leurs documents établis à Kumba, réduisant ainsi les défis auxquels ils ont été exposés lors des contrôles routiers par les forces de l'ordre. La plupart des documents de transport, rappelons-le, ont une durée minimale d'1 an, comme la carte des transports publics, à l'exception du certificat d'immatriculation du véhicule qui dure 10 ans et du permis de transport délivré à vie. Sortons de la ville de Kumba à présent pour la capitale politique du Cameroun, à savoir Yaoundé, où le danger plane. L'insalubrité a élu domicile au marché des charbons du côté de la briqueterie. Les populations sont dans les mois. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortès, a fait une descente ce jour sur les lieux pour prendre plus d'informations. Un reportage que nous proposent Jean-Oscar Libon et Mohamed Essombade. Ce type d'image, au lieu du marché du charbon à la lisière du marché Mokolo et la briqueterie à Yaoundé, les populations qui ne se privent pas le plaisir de décharger leurs ordures à cet endroit et même dans les trains aménagés pour permettre aux eaux de la rivière Funding de bien circuler. Les populations du quartier briqueterie à cet endroit précis sont dans le qui-vive avec des salubrités ambiants qui aura permis à l'OMS d'exciter cette descente sur le terrain de Célestine Ketcha-Cortès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Sur le site en question, des virus aussi dangereux que les services techniques de l'OMS auraient trouvé dans les eaux infectées du poliovirus sauvage. L'alerte et le danger est permanent et perceptible. Et nous avions découvert un virus ici là, de type rare concernant le polio. Et ce virus est très contaminant et très mortel. Et vous voyez, avec le phénomène du gène insalubrité, il y a l'insalubrité qui est caractérisée dans notre secteur. Parce que quand nous avions eu à détester plusieurs cas, dernièrement, il y a de cela 3 mois, nous avions pu découvrir dans cette eau un virus de type rare qui avait éradiqué au Cameroun il y a de cela plus de 50 ans. Le courroux du ministre, après s'être acquéri de la situation, a donné des orientations faibles et précises pour que le milieu soit assaini dans les 72 heures qui suivent. Mais lorsque nous créons nous-mêmes les conditions d'insalubrité en pleine campagne nationale ville propre dans le cadre de la célébration de la JMH 2021, c'est un tout petit peu choquant. Et c'était important que je vienne échanger avec les populations, les chefs de quartier, les autorités administratives, pour dire que l'assainissement dépend de nous. Il faut dire que la descente à ce point névralgique de la capitale politique Yaoundé a permis au ministre d'interpeller une fois de plus la population à assainir leur milieu de vie. Notre santé en dépend également et que le désordre urbain, c'est-à-dire déposer les ordures n'importe comment alors qu'il y a des bacs à ordures, devrait être proscrit. Et donc, nous avons donné des recommandations fortes. Et je suis très heureuse, je me réjouis de voir que les opérateurs économiques qui occupent de manière anarchique les espaces prévus pour accueillir les ordures aient compris la sensibilisation pour laquelle je suis descendue sur le terrain. Nous devons donc ensemble lutter pour garder notre environnement sain, pour continuer à soutenir le chef de l'État à faire de notre beau pays un pays sans polio qui se cache derrière des immondices comme ça pour rebondir au Cameroun. L'insalubrité ambiante et l'incivisme et surtout le mercantisme à cet endroit n'aident pas le Cameroun qui dans quelques jours sera le carrefour du football africain.
Et la briqueterie gagnerait à polir son image pour permettre aux touristes de venir consommer le soya, la bonne viande grillée. Vous ne pouvez pas empêcher qu'on vienne collecter vos ordures. Parlons à présent de Covid-Gate, détournement et malversation dans la gestion des fonds Covid-19 alloués au Cameroun par le Fonds monétaire international. Une vingtaine de femmes camerounaises ont été interpellées par le Fonds monétaire international et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Malgré l'ouverture du dossier et les auditions qui se poursuivent au TCS, ces femmes demandent au Fonds monétaire international de stopper tout financement avec le Cameroun. Un reportage que nous proposent Jean-Jean Mayedna et Patrice Foucault. Ngombe, directrice exécutive. Elles sont au total une vingtaine de femmes leaders camerounaises de différentes régions et divers secteurs d'activité qui viennent d'interpeller à travers des correspondances le Fonds monétaire international et le Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de l'affaire de détournement et malversation dans la gestion des fonds Covid alloués au Cameroun par le FMI. Pour accéder à la facilité de crédit rapide FCR en abrégé, accordée au Cameroun en mai 2020, le ministre des Finances du Cameroun a pris l'engagement suivant dans sa lettre d'intention du 28 avril 2020. L'application stricte des procédures et contrôles budgétaires prévus par les lois subventionnées. En outre, nous nous engageons à publier un rapport semestriel sur les dépenses liées à Covid-19. Madame Georgieva, de toute évidence, Monsieur le ministre des Finances et le gouvernement du Cameroun n'ont pas respecté cet engagement envers le Fonds monétaire international FMI. Plus encore, ils n'ont pas respecté leur contrat de gestion avec le peuple camerounais. Des rapports réguliers sur les dépenses de la facilité de crédit rapide n'ont pas été fournis à notre connaissance. Le premier rapport de DIT sur l'utilisation de ces fonds fait état de dépenses 20 fois supérieures aux provisions pour de multiples lignes budgétaires, de surtarification du double au quintuple, de contrats attribués à des fournisseurs non agréés et à des fournisseurs ayant des liens familiaux avec des personnels de ministère, de paiements en espèces en violation des procédures administratives, etc. Des Camerounais et des Camerounaises sont morts et mortes du Covid-19 parce que les tests n'étaient pas disponibles, parce que l'oxygène n'était pas disponible, ou parce que les équipements de protection individuelle n'étaient pas disponibles. Et alors que l'enquête ouverte à cet effet sur haute instruction du chef de l'État et les auditions des membres du gouvernement impliqués dans la Covid-Gate se poursuivent au TCS, tribunal criminel spécial à Yaoundé. Maître Alice Com et compagnie montent au créneau pour demander au FMI de ne plus verser des fonds supplémentaires au Cameroun tant que les gestionnaires véreux ne sont épinglés. Il est pour nous incompréhensible que de l'argent emprunté au Fonds monétaire international FMI, précisément pour aider à lutter contre le Covid-19, ait été détourné et volé. Madame Georgieva, le Cameroun, comme la plupart des pays du monde, est sous le choc de la Covid-19. Notre population a désespérément besoin d'aide pour les soins de santé ainsi que pour faire face aux turbulences économiques. Il est probable que le Cameroun ait besoin d'un ou plusieurs prêts du Fonds monétaire international FMI. Cependant, avant tout nouveau versement de fonds, il est impératif que les fonds gérés par le gouvernement actuel du Cameroun, dans le cadre de la FEC de 2017 à 2020, ainsi que ceux gérés dans le cadre de la FCR en 2020, soient audités et entièrement comptabilisés. Toutes les personnes jugées responsables de détournement
et de vol de fonds appartenant au peuple camerounais doivent subir toutes les conséquences prévues par les lois en vigueur et ne peuvent en aucun cas être chargés de gérer des fonds supplémentaires. La demande que nous vous adressons est simple. Ne pas verser de fonds supplémentaires au gouvernement actuel du Cameroun, tant que les deux conditions ci-dessus ne sont pas remplies. Nous tenons à rappeler que le Fonds monétaire international n'est pas en partenariat avec un groupe d'individus, mais avec la nation camerounaise. C'est nous, citoyens et citoyennes du Cameroun, qui rembourseront ces prêts. Dans un contexte marqué par différentes crises et des conditions de vie de plus en plus difficiles au Cameroun, ces femmes leaders camerounaises, à travers cette double correspondance, dénoncent une fois de plus et de trop la malgouvernance du pays. Pas gérer comme il faut dans un contexte de pauvreté et Covid-Gate, on en reparle. Un audit a été réalisé par la Chambre des comptes pour dénoncer l'implication d'une société coréenne appelée Medellin Line Corée Cameroun dans les malversations liées au coronavirus. Ce qui a amené le PCA de cette entreprise à fournir un droit de réponse. Le point dans ce reportage que nous propose Merveille Moukoko. Plusieurs chefs d'accusation à l'actif de Medellin Medical Cameroun, entre autres. De nombreuses malversations dans l'exécution des marchés qui lui ont été attribués dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est ce qui ressort du rapport d'audit de la Chambre des comptes selon lequel Medellin Cameroun livrerait 94,93% de tests de dépistage pour une valeur estimée à 24,5 milliards de francs CFA. Le même rapport stipule que l'entreprise coréenne aurait seulement livré 1 400 000 tests sur les 3 millions commandés par l'État camerounais. Après publication du dit rapport, Medellin Cameroun, à travers le président de son conseil d'administration, sort de sa réserve pour un démenti ou alors mieux un droit de réponse. Selon Sankeyi, 1 900 000 textes sur les 3 millions commandés auraient été livrés, tests qui d'ailleurs auraient été préfinancés par la structure, toujours en attente du règlement intégral de la facture. Il affirme par ailleurs qu'il leur reste à percevoir 8 557 500 francs CFA auprès du Trésor public camerounais. Déplorant en outre le monopole obtenu par Medellin Cameroun dans l'exécution de ce marché, la Chambre des comptes met également sur le tapis la non-livraison des ambulances destinées à la cause Covid-19. Sur ce point, l'entreprise évoque les conséquences liées à la pandémie, notamment la fermeture des frontières, et se veut rassurante quant à une imminente livraison. Les soupçons de surfacturation et de fraude pèseraient également sur Medellin Cameroun, d'autant plus qu'il y aurait eu non-respect des prix homologués par le ministère du Commerce, allant de 700 francs CFA le test à 17 500 francs CFA. Ce rapport intervient au moment où les Camerounais sont toujours en attente du dénouement sur les présumés détournements des fonds spéciaux de solidarité alloués à la lutte contre le coronavirus. Restons en santé, mais cette fois pour parler de vaccins. Le 15 avril dernier, le Cameroun a officiellement lancé sa campagne de vaccination contre le Covid-19 dans la région du littoral. Malgré l'exemple donné par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi et le maire de la ville de Douala, nombreux sont ces Camerounais qui jusqu'aujourd'hui sont encore réticents face à ce vaccin. Quelles sont les raisons? Un élément de réponse dans ce reportage que nous propose Françoise Ekoumé. Les vaccins contre le Covid-19 reçus au Cameroun, la première dose le 11 avril et la deuxième le 17 avril 2021, n'ont pas toujours été acceptés par tous les Camerounais. L'on observe un mouvement de rejet de la population à ce vaccin. Nous ne sommes pas vaccinés. Oui, je ne suis pas encore vacciné, mais pour moi, je ne sais pas, je ne crois pas à ce genre de choses. Non, je ne suis pas vacciné. Ça ne m'intéresse pas du tout. Non, je ne suis pas vacciné, simplement parce que je n'ai aucune assurance que les vaccins sont de bonne qualité. Je ne suis pas encore vacciné, tout simplement parce que je ne trouvais pas moi l'intérêt de me vacciner.
S'il y en a qui se sont déjà fait vacciner contre le coronavirus, qui pour la plupart, il faut le souligner, sont des employés des administrations publiques ou privées. D'autres ont peur et n'ont pas l'intention de le faire. Ceci à cause des informations faisant état de décès et des réactions allergiques dans certains pays après l'administration d'un des vaccins. Moi, je me suis posé la question ici, normalement, le blanc, vraiment, qui nous envoie les vaccins, pourquoi eux-mêmes ils meurent là-bas? Parce que, bon, ils disent que le corona, parce que c'est eux qui meurent plus par rapport à nous, mais ils nous envoient les vaccins. On ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans, on ne sait pas ce que... Parce que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ces maladies, puisque le président de la République lui-même ne s'est pas vacciné. Et donc, il doit montrer l'exemple. Et donc, ça ne me rassure pas. Donc, j'ai vu le ministre vacciner, c'est vrai, mais ils ne sont pas le président. Et le président aurait été vacciné, que ça m'aurait rassuré. Et que moi-même, j'aurais suivi la même voie. Craignant donc que le vaccin pourrait provoquer des réactions néfastes à leur santé, beaucoup de Camerounais se rétractent à se faire vacciner pour multiples raisons. Parce qu'on sait que, par exemple, le vaccin Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna aussi, marchent bien aux États-Unis, donc ce sont des vaccins de bonne qualité. Donc, ils n'ont eu à subir aucune polémique. Donc, tout dépend aussi des vaccins que le gouvernement va commander en fait. Si c'est ce vaccin-là, je pense que ça pourrait apporter un peu plus d'assurance. Une raison pourrait les amener à se faire vacciner, c'est celle des personnes ayant reçu leurs 2 doses de vaccin et qui n'ont pas jusqu'ici eu ou signalé une réaction due au rejet du vaccin. Il est donc important de rappeler que la vaccination peut avoir des effets secondaires comme tout vaccin, mais ces effets ne sont et ne seront jamais plus virulents que le coronavirus. La vaccination contre le Covid-19 vise donc à protéger la population des formes graves de la maladie et des décès. Si le taux de personnes vaccinées devient important, protection communautaire sera assurée. Un petit coup de pédale dans ce 19h45 puisque nous célébrons aujourd'hui 3 juin la journée mondiale du vélo. Tous en selle, cadeau prisé par certains parents pour leurs enfants, pratique indispensable pour la bonne marche de notre corps. Le vélo est un moyen de déplacement pour certains. Patrick Ngouagnan et Patrick Foucault ont fait le point dans ce reportage. Nicolas Obama arpente les rues de Bonapriso à Douala à bord de son vélo depuis bientôt 4 ans. Ce passionné de vélocipède, non complet de vélo, est un ancien cycliste professionnel. Moi j'ai beaucoup aimé le vélo depuis mon enfance. J'ai été semi-professionnel avec les groupes en ciment. Bon, je n'ai pas été professionnel comme eux, mais j'ai été semi. Ce qui fait que j'aime le vélo et Cette passion, il rêve de la transmettre aussi à ses enfants. Le vélo et je préfère que mon fils fasse du vélo plus que moi. Je fais de 5 heures à 7 heures. Oui. Après, bon, en journée, là, ce n'est plus le sport, c'est juste peut-être pour me balader, comme vous m'avez vu là, je me balade un peu légèrement avec ça. Et quand il faut faire, c'est le week-end. Pour Madame Soso, femme au foyer, la pratique du vélo, au-delà d'un présent affectif, une marque d'attention pour ses enfants, c'est aussi une initiative à la pratique du sport. Mais le vélo est accessible à tout le monde, à tout âge. Et puis c'est un moyen aussi de faire du sport, de bouger. Ça permet à l'enfant de ne pas être trop casanier, de sortir, de bouger. Ça permet d'avoir l'équilibre. Et puis bon, c'est des préacquis. Quand on a pratiqué le vélo une fois, on n'oublie pas. On le fait. Moi, je l'ai fait dans mon enfance, mais si je monte sur un vélo là maintenant, je vais le pédaler. Et ça fait depuis mon enfance que j'ai appris toujours à pédaler le vélo. Le vélo, c'est le meilleur sport. Donc vraiment qui fait bouger tout le corps. Pour ceux qui ne savent pas vraiment de Dieu, le vélo c'est quelque chose de bien. Qui vraiment fait travailler le corps. Et ça donne la santé. Le vélo, souvent prisé par les tout-petits, est aussi symbole de liberté et d'équilibre. Comme le disait Albert Einstein, la vie c'est comme le vélo, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. La seule chaîne qui rend libre est celle d'un vélo.
Parlons de nécrologie à présent. Jacqueline Kongabiseke, ancienne ministre des Affaires du domaine cadastre et des Affaires foncières, s'en est allée. La nouvelle est tombée comme un coup de massue, laissant famille et amis dans une profonde tristesse. Nous revenons sur le brillant parcours de cette dame dans ce reportage que nous propose Merveille Moukoko. C'est une figure emblématique que la ville de Bafia dans le département du Mbam et Inubu vient de perdre. Jacqueline Kongabesike, puisqu'il s'agit d'elle, adresse sa révérence à Yaoundé ce 2 juin 2021. Au fonctionnaire, Jacqueline Kongabesike a été la première femme secrétaire d'État au Cameroun. En effet, elle a occupé le poste de secrétaire générale au ministère du Tourisme de 1995 à 2001, avant d'être affectée comme telle au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, où elle restera jusqu'en 2003, année où elle sera appelée à mettre ses compétences au service du ministère de la Condition féminine. 4 ans plus tard, nous sommes en 2007. Elle sera mutée au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, lieu où elle restera jusqu'en 2009 avant de poser ses valises au CIRAC en temps des cercles des Amis du Cameroun, toujours comme secrétaire générale. Le 11 novembre 2011, à la faveur d'un décret présidentiel, Jacqueline Kongabesike succédera à Jean-Baptiste Béléoken au poste de ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Un autre décret du 4 janvier 2019 viendra la retourner dans l'anonymat substantiel, d'autant plus que le tribunal criminel spécial la sortira de l'ombre le 3 juin de la même année pour une audition. Suspectée dans une vente illicite d'un terrain de 5000 mètres carrés appartenant à l'ex-ONCPB. Elle fut alors interdite de sortir du territoire camerounais jusqu'à cette date fatidique du 2 juin 2021 où le Seigneur l'a rappelé à lui pour le repos éternel. Parlons de sport à présent, mais plus précisément d'infrastructures. Le vieux gymnase multisportif de Yaoundé est en train d'être refait à neuf. Les travaux entrepris depuis quelques semaines permettront à l'équipe de faire un bond en avant. Surtout que la Coupe d'Afrique des Nations de handball que le Cameroun abritera du 8 au 18 juin est en cours. Un reportage que nous propose Armand Bresson-Gomon et Elvis Ngwe. Voici le gymnase de Yaoundé fin mars 2021. Un bâtiment vieilli et dégradé, à l'abandon, vandalisé. Et le voici début juin 2021, 2 mois plus tard, en pleine métamorphose. Si ce extérieur, rénovation de la toiture et ravalement de façade étaient attendus en raison de l'esthétique datée du bâtiment, ceux prévus en intérieur n'en sont pas moins importants pour le confort des utilisateurs. Des murs fraîchement peints, un air de jeu prêt à accueillir des compétitions, des vestiaires équipés, des gradins flambant neufs aux couleurs vert, rouge et jaune. On parle d'un petit miracle, effectivement, par rapport à ce gymnase, parce qu'il a fait 10 ans dans la brousse, abandonné à lui-même, à toutes les personnes pas de bonne moralité. Et ça nous a pris le temps que ça nous a pris, 1 an de sensibilisation et puis 1 an pour convaincre la hiérarchie que nous avons un bijou au ministère des Sports qu'il fallait récupérer. Une réhabilitation importante s'avérait donc nécessaire afin d'améliorer notablement le sol sportif et de permettre aux associations comme aux scolaires de bénéficier des meilleures conditions pour leurs pratiques sportives. Ce jour, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé-Kombi, accompagné de ses proches collaborateurs, ont organisé une visite de chantier. Ils ont découvert un gymnase en train d'être refait à neuf, du sol au plafond, et le rendu est parfait. Je dois dire la satisfaction qui est la mienne au regard de cette nouvelle offre d'un gymnase réhabilité, réaménagé. Alors ici, nous avons une belle infrastructure qui va servir dans le cadre de la 24e édition de la CAN de handball senior dames, mais qui servira également à bien d'autres disciplines sportives, des sports de combat, la boxe, la lutte, le taekwondo, le judo, des activités sportives telles que le volleyball,
le basketball, le badminton, le tennis de table et bien d'autres encore. Avec cette rénovation qui se veut progressive, le gymnase de Yaoundé a de sérieux atouts pour séduire habitants et associations sportives, surtout depuis que les travaux ont été entrepris. Le gymnase devrait aussi voir son accès sécurisé pour éviter les intrusions et le vandalisme. Toujours en sport, mais cette fois parlons de football. Bonne nouvelle pour les clubs d'élite camerounais qui pourront enfin rejoindre les stades. Enfin, la bonne nouvelle est tombée. La subvention qui était attendue par l'État est arrivée. Un reportage que nous propose John Pitanka. Enfin, la fumée blanche pour le retour du football en Elite One et tout camerounaise. Dans une correspondance en réponse au président de la FECAFOOT, datant du 1er juin 2021, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele-Kombi, confirme la mise à disposition d'une dotation de 560 millions de francs CFA destinée à la prise en charge des salaires des joueurs et encadreurs des championnats professionnels locaux de football par le biais du secrétaire général des services du Premier ministre. Fonds débloqués par le ministère des Finances. Mais compte tenu des contraintes financières actuelles, le MINSEP mettra supplémentairement à la disposition de la FECAFOOT à titre exceptionnel et ponctuel une subvention de l'ordre de 200 millions de francs CFA en vue d'accompagner le déroulement de l'édition 2021 des championnats professionnels de football organisés sous son égide. Mais cette dernière, par souci de respect de la réglementation encadrant la gestion des fonds publics, sera débloquée par PRI spécialisé du ministère des Sports et l'Éducation physique en 2 tranches à raison de 100 millions de francs CFA par semestre. Au vu de sa ligne budgétaire actuelle, relativement surchargée par la quasi-totalité des 52 fédérations, le patron des sports exhorte la FECAFOOT à opter à l'avenir par des moyens d'autofinancement pour éviter des arrêts comme c'est le cas actuellement. Voilà donc enfin un dénouement heureux pour les clubs d'élite qu'on espère pourront enfin retrouver les terrains après de longues semaines d'attente. Ouvrons la page internationale à présent, plus précisément en Éthiopie, où des violences interethniques planent sur les élections législatives. Au moins 100 personnes ont été tuées dans des heurts, sémant ainsi le doute sur le déroulement prévu pour le 21 juin prochain. Un reportage signé Africa News. En Éthiopie, le nuage des affrontements entre Oromo et Amhara plane sur les prochaines élections. Au moins 100 personnes ont été tuées dans des violences récentes, semant le doute sur l'intégrité du scrutin du 21 juin. Dans la région Amhara, ces tensions se cristallisent autour de l'utilisation des terres. Avec l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, il y a eu du laxisme au nom de l'ouverture à la démocratie. Ce sont les agresseurs de l'ethnie Oromo qui ont tué mon mari. Ils m'ont aussi tourmenté. Je ne veux plus les voir ni les entendre. Candidat à un 2e mandat consécutif, le Premier ministre Abiy Ahmed tente d'unifier les 110 millions d'Éthiopiens. La sécurité des Amharas pourrait être ainsi un facteur déterminant. Pour les personnes dont l'existence fondamentale est remise en question et mise en danger, je pense que la sécurité des Amharas dans toute l'Éthiopie déterminera le vote des gens dans cette région. Un peu plus de 36 millions d'Éthiopiens sont appelés aux urnes le 21 juin. Mais l'insécurité et des problèmes logistiques pourraient jouer au trouble fait dans au moins 26 circonscriptions. Un scrutin déjà renvoyé 2 fois en raison de la pandémie de Covid-19. Confucius déclare qu'il y a du bon en toute situation. C'est avec cette citation que nous mettons un terme à cette page d'information sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici à là, portez-vous bien.